Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78. Tout de suite, les titres de ce mardi 10 octobre. Journée d'action dans la fonction publique, manifestation à Paris cet après-midi contre plusieurs mesures annoncées par le gouvernement, notamment la suppression de 120 000 postes d'ici la fin du quinquennat présidentiel. Bilan de cette mobilisation avec Bertrand Mesure, co-secrétaire du syndicat d'enseignants SNU IPP FSU des Yvelines. Il sera avec nous en plateau le professeur Alain Buet, le nouveau président de l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Le conseil d'administration l'a élu la semaine dernière. L'UVSQ qui conduit actuellement des recherches sur l'amyotrophie spinale, maladie neuromusculaire. Un projet mené par la chercheuse Valérie Robin qui est également l'invitée de ce journal. Et puis comme tous les mardis, le portrait de la rédaction consacré à une personnalité yvelinoise. Ce soir, zoom sur Marie-Laure Caron. Depuis 2011, elle est la responsable du refuge SPA de Plaisir. Un mouvement de grève qui a concerné aujourd'hui également Saint-Quentin en Yvelines. Les fonctionnaires étaient dans la rue pour une journée d'action. Motif protester contre les mesures annoncées par le gouvernement. Suppression de 120 000 postes de fonctionnaires d'ici la fin du quinquennat. Rétablissement de la journée de carence. Gel des salaires. Bonsoir Bertrand Mesure qui est avec nous par téléphone. Bonsoir. Vous êtes co-secrétaire du syndicat d'enseignants SNU IPP FSU, donc dans les Yvelines. Vous étiez dans le cortège à Paris où ont manifesté aujourd'hui 26 000 personnes selon la préfecture de police, 45 000 selon la CGT. Alors on ne va pas faire une bataille des chiffres, mais quel est le bilan finalement en cette fin de journée? Est-ce que vous êtes satisfait de cette mobilisation? Écoutez, on est toujours satisfait de voir que les collègues souhaitent se mobiliser pour défendre l'intérêt général et en ce sens, cette journée était positive. Elle n'est peut-être pas à hauteur de ce qu'on aurait souhaité, mais en tout cas, elle était très positive. Alors c'est la première fois depuis 2007 que 9 syndicats appelaient à la grève aujourd'hui. C'est une force quand on voit par exemple que dans le secteur privé, pour la manifestation contre la réforme du Code du travail, les syndicats n'arrivent pas à s'unir. Là, c'est une force aujourd'hui que vous ayez fait front commun. Écoutez, je crois que ce qui est caractéristique en ce qui concerne la fonction publique, c'est que manifestement ce gouvernement souhaite s'attaquer à l'intérêt général et la fonction publique est là pour défendre et pour participer à cet intérêt général. Il ne vous a pas échappé que les dernières mesures du gouvernement visaient plus à favoriser une certaine catégorie de personnes dont ne font partie ni les fonctionnaires ni les salariés en général, qui, ceux du privé, sont attaqués particulièrement violemment concernant la loi travail. Côté Yvelines, est-ce qu'on a une idée des personnes mobilisées, du moins du côté de votre syndicat? Écoutez, moi j'estime entre 25 et 30% la mobilisation, sachant que les chiffres qui sont annoncés par les autorités ne sont pas fiables dans la mesure où ne sont pas comptabilisés les enseignants qui ne sont pas remplacés ou par exemple les profs du second degré qui commencent après 8 heures. Alors les motifs de la protestation, on les rappelle, suppression de 120 000 postes de fonctionnaires d'ici la fin du quinquennat, rétablissement de la journée de carence, gel des salaires. Dernière question, qu'exigez-vous concrètement? C'est une marche arrière du gouvernement que vous souhaitez? Nous, ce qu'on souhaite, c'est que la fonction publique devienne ce qu'elle a été pendant les 30 Glorieuses, c'est-à-dire l'assurance pour l'ensemble des personnes, de tous les citoyens français, d'avoir des services publics de qualité. Merci Bertrand Mesure d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le co-secrétaire de SNU IPP dans les Yvelines. Autre mobilisation aujourd'hui, celle des salariés de DHL à Trappes. Une vingtaine de personnes ont bloqué au petit matin l'accès du site du groupe de transport et logistique. Il a récemment perdu l'un de ses clients et va délocaliser ses locaux yvelinois à Mitry-Mory en Seine-et-Marne. Les employés craignent des suppressions de postes et une dégradation de leurs conditions de travail. Le mouvement est prolongé jusqu'à au moins demain en attente d'une réponse de la direction. Et dans l'actualité également, 6 000 euros d'amende, dont 5 000 avec sursis. Sentence du tribunal correctionnel de Versailles à l'encontre de L214. 2 militants de l'association de défense animale ont été reconnus coupables hier de violation de domicile. En décembre 2016, ils s'étaient introduits clandestinement dans l'abattoir Guiharan de Houdan pour y poser des caméras. Et les images filmées montraient la mise à mort violente de porcs. Et les deux prévenus ont été en revanche relaxés pour tentative d'atteinte à la vie privée. 15 000 euros d'amende avaient été requis au départ par le parquet contre eux. Un anniversaire à l'Estaca, l'école d'ingénieurs de Montigny-le-Bretonneux. L'association Pégase a fêté ses 25 ans jeudi 5 octobre. Anciens et nouveaux membres se sont rencontrés pour échanger sur les activités pédagogiques de la structure. Retour avec Nicolas Dandry.
25 ans d'existence pour Pégase, l'association de l'Estaca spécialisée dans les activités scientifiques pour enfants, a célébré son anniversaire. Étudiant à l'école d'ingénieurs entre 2001 et 2003, Eugène était engagé dans l'association. À 39 ans, il est aujourd'hui manager de projet. Les souvenirs que j'ai, c'est déjà l'émerveillement des enfants. Pouvoir ouvrir un champ du possible sur des sciences, sur la vie du quotidien, comprendre le fonctionnement de choses extrêmement complexes. Les étudiants interviennent les jeudis après-midi dans des classes d'école primaire. Expériences, ateliers de construction de maquettes, des animations ludiques pour éveiller les enfants aux sciences. On intervient aussi donc, à l'hôpital pédiatrique de Bullion, dans des classes d'enfants malades. On a aussi un nouveau projet cette année donc, avec des lycées techniques donc, à La Celle-Saint-Cloud et à Trappes, pour toujours pareil, la pédagogie, l'approche des sciences. Autre projet, des activités menées au Sénégal. Organisé au début des années 2000, ce voyage humanitaire permet de fournir du matériel scientifique et de faire découvrir des expériences aux écoliers sénégalais, des compétences importantes pour les futurs ingénieurs. Aujourd'hui, en fait, quand on interroge les recruteurs, les industriels qui vont recruter nos jeunes ingénieurs, ils nous disent clairement qu'ils attendent autant des connaissances, un savoir-faire, qu'un savoir-être. Et dans le savoir-être, il y a ces compétences de pédagogie. Mise en place en début d'année, des animations sont dorénavant menées à l'hôpital pédiatrique de Bullion. Autre grand établissement d'enseignement supérieur du territoire avec l'Estaca, c'est l'UVSQ, bien sûr, l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Deux invités m'ont rejoint en plateau. Valérie Robin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse au laboratoire biothérapie des maladies neuromusculaires de l'UVSQ. Alors, vous menez un projet de recherche sur l'amyotrophie spinale. Restez avec nous, on va en parler dans quelques instants. Avec moi également sur ce plateau, Alain Buis. Bonsoir. Professeur Alain Buis, vous êtes le nouveau président de l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Alors vous avez été élu la semaine dernière par le conseil d'administration de l'université. Vous êtes titulaire d'un doctorat en informatique, professeur à l'UFR des sciences de l'UVSQ depuis 2008. Vous occupiez depuis plus d'un an la fonction de vice-président en charge du conseil d'administration. Comment abordez-vous ce nouveau rôle de président ? Merci de me recevoir. Bon, tout d'abord, je voudrais dire qu'il m'était apparu logique de me porter candidat à la présidence suite à la démission de Didier Guimau pour raison de santé et dans une logique de continuité et de stabilité. Donc au-delà de ma candidature, c'est la candidature de toute une équipe qui était déjà en place et donc pour la continuité de nos actions et des enjeux majeurs que l'université va avoir à faire face dans les semaines et les années qui viennent. Alors, vous l'avez dit, vous remplacez le professeur Didier Guimau qui était en poste depuis mars 2016. Il a remis sa démission pour raison de santé. Vous récupérez donc un mandat qui est en cours et qui court jusqu'en 2020. Est-ce qu'il y a un poids particulier à lui succéder finalement à Didier Guimau ? Est-ce qu'il y a une difficulté particulière à reprendre ce mandat en cours ? Écoutez, j'ai mené la campagne avec Didier Guimau, avec l'ensemble de l'équipe. Donc, en fait, il y a eu des élections en mars 2016 et la communauté nous a donné confiance pour porter un projet. Donc, c'est avant tout un projet qu'on porte collectivement. Donc, dans la continuité et aussi en essayant d'améliorer les actions futures sur des projets qui vont être structurants pour notre établissement. Vous avez justement défini plusieurs grandes priorités pour votre mandat. On va en détailler quelques-unes, notamment alors une certitude, c'est que l'avenir de l'UVSQ est tourné vers l'université Paris-Saclay, ce regroupement d'établissements de l'enseignement supérieur créé fin 2014 et dont fait partie bien sûr l'UVSQ. Il a pour but de constituer un pôle de formation et de recherche de premier ordre mondial. Il faut approfondir le projet actuel. L'UVSQ a toute sa place, une place centrale aussi dans ce projet. L'UVSQ a complètement sa place dans ce projet de Paris-Saclay. Donc l'UVSQ a énormément d'atouts. C'est une université de recherche de très haute qualité de formation. On atteste les classements internationaux, alors selon certains critères évidemment, mais qui nous placent parmi le top 500 sur le classement de Shanghai et au top 600 sur les 2 années consécutives, et un autre classement THE, Time Higher Education. Mais ce qu'il faut révéler, c'est dans ces classements-là, on est à la place de 20e, entre 20e établissement français ou 12e établissement français. Donc c'est-à-dire que l'UVSQ est très bien positionné, a beaucoup d'atouts pour ce projet qui est extrêmement porteur pour l'avenir. Vous souhaitez également alors impulser la transformation numérique de l'établissement. Il reste encore beaucoup à faire sur ce sujet ? Oui, on a déjà mis en place et on poursuit, on a créé un pôle numérique
de transformation numérique et d'innovation pédagogique. Et donc, l'établissement a déjà répondu à de nombreux appels à projets. Et notre volonté, avec les collectivités territoriales, est de faire de nos campus les campus numériques du futur. Donc ça, c'est un point très important. Et quelles sont, si on a encore quelques minutes avec vous, quelles sont les autres grandes priorités que vous avez établies pour votre mandat? Alors les autres grandes priorités, c'est évidemment penser à l'ensemble du personnel de notre établissement. Donc nous avons commencé déjà des actions de revalorisation salariale. Et donc c'est de poursuivre, de permettre d'avoir des postes pérennes sûrs, de titulaires au sein de notre université. Et tout ça est réalisable d'ici 2020 ou vous voyez les choses à plus long terme? Je pense que d'ici 2020, on avait déjà beaucoup à faire. Il y a quelques jours aussi, la fondation de l'UVSQ faisait l'actualité, convention de mécénat signée avec le Crédit Agricole d'Île-de-France Mécénat. Objectif, soutenir le projet de recherche sur l'amyotrophie spinale mené notamment par notre invitée Valérie Robin. Avant d'en parler, je vous propose d'écouter les raisons de ce soutien financier du Crédit Agricole, propos recueillis par Nicolas Kirillovitz. C'est une maladie qui est quand même relativement courante et qui est très handicapante. Et puis le fait que cette jeune personne soit elle-même atteinte de cette maladie nous a encore plus sensibilisés à la nécessité de l'aider dans ses recherches. Assez clairement, nous avons des potentiels intellectuels qui ont quelquefois un peu de mal à rester, travailler en France et qui s'exportent beaucoup. Donc leur permettre de travailler ou d'exercer leurs fonctions, surtout en début de carrière, est intéressante, je pense. Valérie Robin qui est actuellement également avec nous en plateau. Je rappelle que vous êtes chercheuse au laboratoire des maladies neuromusculaires de l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Vous menez ce projet de recherche sur l'amyotrophie spinale depuis 5 ans. C'est une pathologie dont vous êtes vous-même atteinte. Dans un souci de clarté pour nos téléspectateurs, qu'est-ce que c'est concrètement l'amyotrophie spinale et quels sont finalement les symptômes de cette maladie? Alors c'est une maladie génétique, une maladie rare. Mais pas si rare, puisqu'elle touche une naissance sur 6000, mais surtout une personne sur 40 dans la population est porteuse de la maladie, donc c'est quand même beaucoup. Donc c'est une maladie génétique qui va causer la dégénérescence des motoneurones de la moelle épinière et qui va conduire à une atrophie musculaire. Il y a plusieurs stades de la maladie, donc il y a des formes très sévères où les patients vont mourir très jeunes, donc les enfants dans les premières années de leur vie, et des formes moins sévères où les adultes peuvent continuer à marcher avec des difficultés, mais n'auront pas de problème plus que ça. Alors vous menez, je l'ai dit, des recherches depuis 5 ans sur cette maladie, l'amyotrophie spinale. Est-ce que ça revêt aussi un caractère particulier, un sens particulier pour vous de faire des recherches sur votre maladie? Bien sûr, si je travaille dessus, c'est que forcément je suis concernée, donc c'est aussi une passion, du coup, de travailler sur sa propre maladie. Donc au quotidien, c'est forcément, on a envie de mener les recherches au bout. Donc, oui, ça joue. Le Crédit Agricole Île-de-France Mécénat vient d'apporter 130 000 € pour votre projet de recherche. C'est une belle enveloppe. J'imagine en revanche qu'il faut peut-être davantage d'aide pour ces recherches. Vous développez des molécules qui pourraient être une piste thérapeutique très prometteuse. On va en parler dans un instant d'ailleurs. Ces recherches coûtent très cher. La recherche coûte très cher en général, effectivement. Donc oui, on va dire c'est ce qui nous permet de continuer les recherches actuellement, puisque forcément avoir un poste, c'est aussi compliqué, donc avoir au moins des financements pour le salaire et quelques parties du projet, ça nous permet, nous, de demander des financements juste pour les molécules, etc. Donc ça, c'est une grande aide. Professeur Alain Buy, ça faisait aussi partie de votre profession de foi. C'est primordial pour une université d'être proactive sur sa recherche? Tout à fait. Madame Robin est l'illustration du dynamisme de la recherche de notre université. Et je voudrais remercier la Fondation UVSQ et la Fondation du Crédit Agricole qui nous aident, enfin la Fondation UVSQ, les fondations qui nous aident aussi à subventionner, à co-subventionner ce type d'action de recherche. Et la recherche, l'UVSQ est une université de recherche, donc de recherche et d'enseignement, mais elle avec une recherche d'extrême qualité, et c'en est tout à fait l'illustration. Et l'importance aussi de soutenir cette recherche, ça c'est quelque chose aussi. Oui, tout à fait. On a une trentaine de laboratoires, tous extrêmement dynamiques et porteurs de thématiques extrêmement intéressantes pour le futur. On parlait de vos recherches, Valérie Robin. Finalement, quel est le but de ces recherches? Qu'est-ce que vous espérez par ces recherches? Le but ultime, c'est de trouver une thérapie. Voilà, on sait que ça prend beaucoup de temps. Donc, on est au stade de développement préclinique. Donc, il y a encore beaucoup de travaux à faire avant de pouvoir emmener cette molécule chez l'homme.
Mais nous avons des résultats prometteurs, en tout cas, qui nous laissent envisager un bel avenir. Une thérapie, l'idée, c'est aussi peut-être de pouvoir prévenir en amont ce genre de maladie pour éviter de rentrer dans une situation de handicap lourd. C'est aussi ça l'idée? Oui, bien sûr. Ça dépend des stades de la maladie. Comme je vous disais, il y a plusieurs formes de la maladie. Donc, effectivement, différentes stratégies. Et vous avez bon espoir sur vos recherches? Bien sûr. Vous pensez que ça peut aboutir? Ça peut aboutir pour les générations futures. Donc ça fait 5 ans que vous travaillez dessus 5 ans à l'UVSQ, effectivement. Et vous travaillez exclusivement sur ce genre de recherche? Oui, sur les biothérapies. En tout cas, merci à vous, Valérie Robin. Je rappelle que vous êtes chercheuse au laboratoire des biothérapies des maladies neuromusculaires, donc à l'UVSQ. Merci également au professeur Alain Buy, qui est le nouveau directeur, le nouveau président de l'université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Je rappelle également que pour apporter votre soutien à la fondation UVSQ, vous pouvez faire un don. Et ce don se fait au www.fondation.uvsq.fr, le site qui s'affiche en bas de l'écran pour nos téléspectateurs. Elle a dédié sa vie à la cause animale. Le portrait de la semaine est consacré à Marie-Laure Caron. Depuis 6 ans, cette femme de 39 ans est la responsable du refuge SPA de plaisir. Un métier passion. Focus, signé Nicolas Kirillovitz. Marie-Laure Caron est ce que l'on appelle une responsable dévouée. 379 ? Non, 174, 79. Que ce soit à la recherche d'une fiche. Il est reparti de l'autre côté alors. Ah non, là, il y a Julien et... Ou d'un collègue perdu. Le rythme de la journée est particulièrement intense en ces jours de portes ouvertes à la SPA. Il faut être partout pour informer, rassurer et conseiller. On est quand même une très grande structure. On a quand même à peu près 250 chats au refuge et une centaine de chiens. C'est beaucoup de paperasse. Et après, on est quand même beaucoup de salariés, beaucoup de bénévoles. Donc il y a tout ce côté-là. Chaque responsable le vit un peu différemment. Après, moi, j'aime bien être un petit peu partout. Responsable du refuge de plaisir depuis 6 ans, la jeune femme consacre toute sa vie aux animaux. Ici, chats et chiens sont recueillis par une quinzaine de salariés pour espérer ensuite trouver une famille. Elle, c'est une chatte que nous avons récupérée de fourrière, justement, qui a fait ses 10 jours de fourrière. Et malheureusement, elle n'a pas été récupérée par ses propriétaires parce qu'elle n'était pas identifiée. Donc quand on voit son comportement, on voit que c'est une chatte qui a l'habitude de l'humain, donc qui vivait obligatoirement dans un foyer. Et c'est justement dans le foyer familial que Marie-Laure va développer sa passion pour les animaux. Petite fille, la chambre qu'elle partage avec sa sœur se transforme en refuge. Son parcours est alors tout tracé. Travailler à la SPA, c'est un rêve de petite fille, donc chacun ses rêves, mais le mien, c'était vraiment de travailler à la SPA. Donc avec ma sœur jumelle, qui est aussi responsable d'un autre refuge, donc c'est très marrant, on a le même parcours. On avait déjà plein d'animaux quand on était petite, on était déjà très responsables, puisqu'on se levait 1 heure plus tôt, on se levait très tôt le matin pour s'occuper de nos animaux. Donc tout le monde trouvait logique qu'on finisse à faire de la protection animale, puisque depuis toute petite, ça nous suit. Depuis, son engagement est total pour la cause animale. De ses débuts en 2001 en tant que bénévole jusqu'à ses fonctions de responsable à plaisir, ses qualités sont appréciées et reconnues par l'ensemble de ses collègues. Je disais que Marie-Laure faisait partie de ces responsables de refuge qui font bien, à mon sens, bien leur travail, dans le sens où ils ont une éthique, et donc une vraie éthique de protection animale, à accepter des animaux, et pas toujours des animaux faciles, parfois des vieux, parfois des animaux avec du caractère, des animaux qui peuvent avoir des petits soucis de santé. Ça demande du travail, ça demande beaucoup d'investissement, mais là on est vraiment sur un refuge où il y a une super équipe de salariés, les bénévoles les aident, mais il y a vraiment une bonne équipe de salariés et c'est top. Pour les animaux, c'est top. Et la dévotion que porte Marie-Laure pour les animaux ne s'arrête pas aux frontières du refuge. À la maison, 5 chiens, 4 chats, une tortue et des chevaux ont la chance de profiter de sa passion. C'est un inédit à l'espace Richaud de Versailles. Pour la première fois, une exposition mettant en lumière un artiste contemporain, Joseph Dadoun, l'invité de la 6e édition de la Nuit de la Création le week-end dernier. Il est actuellement en résidence à Versailles Grand Parc et travaille sur le goudron, le fer ou encore le cuivre. Nicolas Dandry et Mélanie Poquet. Une vie paradoxale. Joseph Dadoun explore la dualité, le jour, la nuit, les couleurs, le noir. Un noir profond, celui du goudron travaillé avec des outils d'ouvrier.
Le noir, c'est un point de vue de la nuit. La nuit, on a le cosmos, on a notre Terre qui se retrouve dans le noir avec la lumière de la Lune. Et si vous remarquez bien dans ce noir, vous voyez la lumière s'accroche aux éléments. Donc c'est un élément poétique et c'est aussi un sentiment. C'est ce sentiment de simplicité, de grande humilité. Un noir qui renvoie à la terre, un goudron reflet de son passé, celui d'une ville ouvrière à la frontière avec Gaza, une ville en conflit, bombardée, une terre noire où pousse la vie. De là, je ne pouvais qu'avancer dans un espoir et me projeter dans un espoir. Et dans cet espoir, il y a ces fleurs. Et je continue à être naïf et penser qu'à travers mon art, peut-être les cultures pourront se rapprocher et que des deux côtés, les gens feront la paix. Une vision utopique assumée par l'artiste. Avec Sillon, Joseph Dadoun veut sillonner la vie et le collectif. Le week-end dernier, c'était aussi la 2e édition du tournoi de poker Mani-Yvelines. La formule est étonnante puisque les participants se sont retrouvés pour jouer durant 24 heures non-stop au programme tactique, jeu de regard, jetons et solidarité, puisque l'intégralité de la somme récoltée a été reversée à l'association Vivre au village de Magny-les-Hameaux, Nicolas Kirillovitz et Léa Rège. Lunettes de soleil sorties, écouteurs dans les oreilles, les 80 participants au tournoi Magny-Yvelines 2017 sont prêts à enchaîner 24 heures de parties de poker. L'endurance joue un rôle important parce que si tu as une période de mou vraiment sur ces heures de jeu, eh ben, tu te fais prendre des jetons tout simplement. Il existe une variante qui a été faite sur cette organisation-là, c'est que tu peux le faire à deux en fait, tu joues en duo. Tu te partages un peu le supplice. 24 heures de jeu, de difficulté mais surtout de solidarité, puisqu'en plus de se retrouver entre amis, les participants jouent pour cette 2e édition en faveur d'une association. Donc pour l'association caritative, on a pris donc Vivre au village. C'est une petite association de Magny-les-Hameaux qui s'occupe d'un petit village en Afrique. Et ils sont vraiment super, ils nous font des repas magnifiques. L'association Vivre au village, Solidarité Nord-Sud est une association à but humanitaire et d'aide au développement de Magny-les-Hameaux. Elle a pour vocation de soutenir des projets de développement rural dans les pays du tiers-monde. Le projet là concret pour 2018, c'est l'électrification d'une école à Dikonop, au Cameroun, qui nécessite un budget d'environ 6 000 €. C'est une électrification par panneau solaire, donc complètement autonome sur la région. Après 24 heures intenses sur les tables de poker, c'est Thomas Bélez, alias Cop, qui remporte le tournoi. L'association récolte quant à elle près de 1 400 €. On reste à Magny-les-Hameaux pour conclure ce journal où la commune donne ses fleurs aux habitants et des bégonias, géraniums ou encore pétunias qui ornaient les ronds-points et jardinières. Elles ont été déterrées dans le cadre du remplacement du parc floral de la ville. Plutôt que de terminer à la benne, ces fleurs pourront ainsi connaître une 2e vie. On écoute le maire de Magny-les-Hameaux au micro de Mélanie Poquet. C'est une notion de partage et puis au lieu de les jeter directement, elles continuent de fleurir en fonction de la météo qu'il va y avoir sur ces prochaines semaines. Et puis c'est l'occasion que les habitants repartent avec des fleurs tout simplement. L'occasion vraiment de répondre à toutes les interrogations des habitants, que les habitants mettent un visage aussi sur les personnes qui travaillent à leur côté dans les services communaux. 2 distributions ont déjà eu lieu hier, une autre se déroule demain. Rendez-vous au parvis Coron-Samin à Magny-les-Hameaux de 13h30 à 15h30. Les premiers arrivés seront les premiers servis. C'est la fin de ce 7-8 journal. Avant de vous quitter, je vous rappelle 2 informations principales. Donc aujourd'hui, la journée de mobilisation de la fonction publique. C'est aussi une mobilisation à Trappes des salariés de DHL. Une vingtaine de personnes ont bloqué au petit matin l'accès du site du groupe de transport et logistique. Il a récemment perdu l'un de ses clients et va délocaliser ses locaux yvelinois à Mitry-Mory en Seine-et-Marne. Les employés craignent des suppressions de postes et une dégradation de leurs conditions de travail. Le mouvement est prolongé jusqu'à au moins demain en attente d'une réponse de la direction.
Et puis 6 000 € d'amende, dont 5 000 avec sursis. Sentence du tribunal correctionnel de Versailles contre L214. 2 militants de l'association de défense animale ont été reconnus coupables hier de violation de domicile. En décembre 2016, ils s'étaient introduits clandestinement dans l'abattoir Guy Aran de Houdan pour y poser des caméras. Les images filmées montraient la mise à mort violente des porcs. Les 2 prévenus ont été en revanche relaxés pour tentative d'atteinte à la vie privée. Ce journal, vous pouvez le retrouver en replay et les reportages également sur notre site internet et notre application mobile TV78. Bonne soirée à tous.